Good evening, Dave. Do you mind if I ask you a personal question? Hello Dave. Hello Hakim, prêt pour l'interview? Ouais. Quel est ton plus ancien souvenir? Je dirais que je suis allé voir mon oncle à l'hôpital. Et je sais pas, je devais avoir 3 ans. Je me rappelle qu'il était en fauteuil roulant. Et il était pas bien, mais il avait toujours le sourire. C'est tout ce que je me rappelle, vraiment. Il y avait ma famille, et voilà. Quel est le principal trait de ton caractère? J'ai été élevé à Dragon Ball, moi, donc l'idée c'est que je pense qu'il y a un monde meilleur qu'on peut atteindre et il faut tous donner du sien. Du coup, j'essaie de faire en sorte d'avoir des bonnes valeurs et je me prends la tête pour plein de trucs. Il y a un monde meilleur, tu veux dire que le monde dans lequel on est n'est pas... Ah bah non, on est loin d'être dans un monde parfait. Hein. Non, très très loin. Beaucoup trop d'égoïsme. Puis après, si je peux être un exemple pour les autres, c'est cool, tu vois, mais d'abord travailler sur moi. Quelle est la qualité qui est vraiment importante que tu remarques chez une personne? La qualité fondamentale, c'est la sincérité. C'est-à-dire que moi, je vais vraiment faire attention à ce qu'on me mente pas, en fait. Je suis assez bizarre, mais je donne ma confiance assez facilement, parce que c'est une question de feeling. Si tu sens les gens, tu leur donnes ta confiance. Je donne ma confiance assez facilement, et après, si je me rends compte qu'on m'a menti une fois ou qu'on m'a déçu, après c'est mort, par contre. Et mes potes qui restent autour de moi depuis des années, c'est juste parce qu'on se fait confiance. Même quand c'est dur à dire, on se dit la vérité, même si ça fait chier, même si ça fait mal. Je préfère une vérité qui fait mal qu'un mensonge qui va me faire plaisir, tu vois. Un doux mensonge. Ouais. Et quel serait, à l'opposé, quel serait le défaut rédhibitoire? C'est exactement l'opposé, le mensonge, les gens faux. Les gens qui vont te sourire alors qu'ils te crachent dans le dos, les gens qui vont s'engager, les gens qui vont s'engager à faire quelque chose et qui le feront pas, qui tiennent pas les délais. En fait, les gens sur qui on peut pas compter. En fait, ce qui est important pour moi, c'est d'avoir qu'une seule parole. Et par exemple, je jure jamais. Je dis jamais, ouais, je te jure, ceci, sur la tête de machin. Je dis jamais ce genre de phrase. Je me contente je vais le faire. Et après, je le fais parce que faut que ma parole compte. Quelle serait ta qualité principale et ton défaut principal? Ma qualité, je dirais que je suis assez gentil. Enfin, même trop, des fois. Et puis ouais, je m'énerve pas, donc je suis plutôt quelqu'un de calme et gentil, je pense. Et après, mon défaut, c'est aussi que je suis têtu et parfois intransigeant. Quand j'ai été déçu ou quoi, après, c'est compliqué j'ai du mal à passer l'éponge. Je suis un peu trop sérieux sur certains critères, sur certaines valeurs. Ce que tu voudrais être? J'ai envie que mes projets, on puisse reconnaître l'ambition qu'ils avaient, le message. Je me prends la tête sur le message de mes vannes, le sens de mes vannes. Et j'aimerais que mes vannes véhiculent des messages positifs pour améliorer la manière de penser des gens. Et parfois, quand tu te prends la tête, c'est que tu as eu des idées de vannes et tu t'es dit non. Ouais. Tu te censures? Je me censure, oui et non. C'est-à-dire que, de manière générale, j'ai pas... mes vannes sont jamais vraiment racistes ou... c'est juste que... des fois, il y a des vannes qui te font marrer sur le moment, puis quand tu les relis après, tu dis bon, soit c'est pas si fort que ça, soit tu te dis ah, il y a peut-être un message derrière qui pourrait être mal interprété, il faut que je la tourne autrement, ou quoi qu'il arrive, ça va pas correspondre à ce que j'ai envie de véhiculer auprès des gens. Du coup, est-ce que c'est vraiment nécessaire de véhiculer ce genre de vannes? Bien sûr. L'attention, elle est plus sur l'ambiguïté ou une mauvaise compréhension du message que tu voulais transmettre. Ouais. Le bonheur, pour toi, c'est quoi? Être entouré de sa famille, de ses amis, pas être dans le besoin, et juste partager des bons moments. Se rendre compte de la chance qu'on a, tu vois. Rien que là, on fait rien de particulier, on discute, mais c'est déjà une chance parce qu'il y en a d'autres ailleurs qui sont pas du tout en train de kiffer. Donc, je pense que, profiter des moments simples, des moments où on a le temps de se poser. Rien que faire une sieste, c'est pas trop bien? Si, c'est trop bien une sieste. Voilà. On doit tous faire la sieste en début d'après-midi. Voilà. Après avoir bien mangé. Enfin, tu vois, bien manger et faire une sieste, c'est déjà du bonheur, c'est ouf. Mais tu aimes bien le bonheur collectif, tu as besoin d'être entouré. En fait, j'aime bien quand mon bonheur est partagé, quand je sens que les gens que j'aime sont en train de kiffer, ça me fait plaisir, tu vois. Pour mon anniversaire, quand ma famille elle m'a demandé ouais, qu'est-ce que tu veux et tout, je dis moi j'aimerais bien une soirée où on fait un jeu tous ensemble. Parce que quand tu fais des soirées, des anniversaires, etc., t'as pas le temps de discuter avec tout le monde. Il y a les gens qui sont venus, tu leur as dit on n'a pas eu le temps de se voir, enfin on a quasiment pas échangé. Si c'est de la musique, il y en a qui vont danser, d'autres qui vont pas danser, etc. Vu que c'était un jeu de rôle, ça forçait tout le monde à parler les uns avec les autres, à s'écouter, et ça c'est cool. Et tu avais en plus mélangé tes amis avec la famille. Voilà.
Mes amis proches, au bout d'un certain temps, c'est un peu ma famille, hein. C'est juste des gens que j'ai choisis pour faire rentrer dedans, mais c'est ça, ouais. Alors à l'opposé, quel serait ton plus grand malheur? Ça serait de les perdre. À perdre ma famille. J'ai la chance d'avoir une grande famille et en même temps, ça me fait peur parce que justement, ça fait plus de gens à perdre. Donc ouais, c'est particulier. Je mets une bonne ambiance, hein. Désolé. Non, mais c'est ça qui me fait le plus flipper. Qu'est-ce que tu aimes le plus faire? La chose qui te fait vraiment kiffer? Faire rire les gens. Les voir rire en direct, c'est vraiment cool. Quand moi, je m'amuse sur scène et que la salle est avec moi, c'est cool. Parce faut pas oublier qu'on le fait aussi pour soi, hein. C'est pas genre les mecs altruistes, ouais, c'est que pour le public. Non, tu le fais pour toi. Et moi, j'adore monter sur scène. Et j'adore quand je passe un bon moment et que les gens sont clairement dans mon univers et ils rentrent dans ma tête et ils arrivent à suivre ce que j'ai envie de raconter, mes blagues. J'aime boxer. Ça, c'est un truc dans lequel je me sens bien. Boxer? Pourquoi? Qu'est-ce que tu ressens lorsque tu boxes? Le dépassement de soi. Dépassement de soi parce que la vie, c'est dur. Enfin, en fait, c'est une super belle métaphore de la vie. Tu prends des coups, tu te relèves, tu en donnes. Tu faut pas abandonner. Tu faut t'endurcir. C'est un entraînement de tous les jours. Mais il y a des règles aussi. Il y a des règles, voilà. Il y a des règles, il y a du respect, il y a des codes à suivre, il y a de la rigueur, il y a que les meilleurs qui peuvent y arriver, sauf que c'est donné à tout le monde. Il y a des catégories, ce qui fait que c'est juste. Non, c'est vraiment un sport incroyable dans le sens où ça donne des très très bonnes valeurs. Il n'y a pas de hasard dans la boxe. Bien sûr, tu peux avoir un KO sur un coup de chance, le mec ferme les yeux, il regarde pas, il met un coup, ça peut te toucher. D'ailleurs, t'apprends que dans ce sport, que n'importe qui peut mettre KO n'importe qui. Donc on est sur un pied d'égalité dans ce sens-là, c'est-à-dire que même un novice, sans faire exprès, il peut mettre un grand champion KO, ce qui fait que ça apprend à être humble. Moi, la seule fois où j'ai pris un KO, c'était à l'entraînement, c'était face à un gars où je savais que je connaissais toutes ses parades, toutes ses techniques, je gagnais tout le temps. Et puis un jour, il a fait un coup qu'il faisait jamais. Et comme il me le faisait jamais, j'avais baissé ma garde en sachant que ça viendrait pas. Et en fait, c'est venu. Et ça te remet en question. Tu fais, ok, je sens plus mes pieds, nickel. J'ai des fourmis partout. Non, c'est un vrai sport qui t'apprend à rester calme. Parce que tu sais que, en fait, il faut éviter la bagarre à tout prix. Mais en même temps, ça te rend assez sûr de toi pour pas en avoir peur. C'est-à-dire que quand il y a un danger dans la rue, quand il y a des embrouilles, etc., je me sens pas, moi, en danger physiquement. Je vais plutôt regarder les autres. Est-ce que je peux les protéger mais je veux pas, moi, me sentir en danger. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la boxe? Est-ce que c'est simplement le fait de vouloir se défouler au début ou il n'y avait pas peut-être Il y avait tout. J'avais envie d'en faire parce que c'est un sport qui m'attirait. Dans ma famille, mon oncle a été champion d'Europe, donc c'est quelque chose que j'admirais. J'étais petit et clairement l'école c'est des lieux où tu te fais facilement emmerder quand t'es petit parce qu'on se dit il va pas répondre, etc. T'as beau être petit, même si le mec est plus fort que toi, plus grand et qui va gagner, s'il a pris des coups qui lui ont fait mal, au bout d'un moment il va se dire ouais, je vais peut-être arrêter de le faire chier parce que même si je gagne, au bout d'un moment ça me fait chier de prendre des bleus. Et qu'est-ce que t'aimes le moins faire? Quand j'apprends par cœur, j'ai l'impression de ressortir bêtement quelque chose et ça m'embête. J'aime comprendre les choses et j'aime analyser de moi-même, même si je me trompe, mais au moins ça vient de moi. Et c'est pour ça que j'ai aussi des problèmes avec l'armée. C'est pour ça que tout ce qui est obéir bêtement, j'ai du mal. Moi, j'aime bien comprendre pourquoi je fais les choses. Possèdes-tu un fétiche, un gris-gris ou un doudou d'enfance, quelque chose comme ça? Quand j'étais petit, ouais, j'avais un doudou. J'avais une serviette toute douce, voilà, que j'avais. Je dormais avec ça, une serviette blanche avec des fleurs. Elle est devenue quoi? Je sais pas, elle doit être chez ma mère, je pense. Ouais, elle doit être chez ma mère dans un placard, je pense pas qu'elle l'ait. En général, les mères, elles gardent. Ouais, je pense qu'elle l'a gardé. Le pays où tu désirerais vivre? Il y a plein de pays où j'aime bien aller 15 jours en vacances, etc. Mais y vivre, il n'y a pas de pays qui me fait vraiment rêver. Là, je sais que j'aimerais beaucoup aller au Québec, j'aimerais bien aller à Montréal. Qu'est-ce qui te tente là-bas au Québec, justement? J'aimerais bien faire du stand-up. J'aimerais bien monter sur scène là-bas, le public a l'air vraiment génial. Mais vivre en France, c'est quand même pas si mal. Ouais, moi, je suis très content de vivre ensemble. Je ressens pas le besoin de partir, en tout cas.
À quelle époque aurais-tu aimé vivre? Tu vois, avec le temps, tous les souvenirs, même les pires moments, ça devient bon. C'est-à-dire que même quand tu as eu une journée totalement pourrie, tu y repenses des années après, tu te dis putain, qu'est-ce que c'était une journée de merde, mais tu souris, tu vois. Et bah, je pense que c'est pareil pour les années 60, 70, etc. Aujourd'hui, si on les regarde avec notre œil, alors qu'on les a pas réellement connus, on peut se dire ah, ça avait l'air mortel avant, ou ce sera mieux en l'an 2000 quand on aura des voitures qui volent, etc. Bon, on est en 2016, il n'y a toujours pas de voitures qui volent. Enfin, tu vois, je pense que les gens qui sont pas heureux dans leur époque, il leur manque un truc qui est pas une question d'époque, c'est une question des choix qu'ils font dans leur vie ou de ce qui peut les rendre heureux. Peut-être que leur objectif de bonheur, c'est pas le bon en fait. Il y avait un film de Woody Allen qui traitait de ça, c'était Midnight in Paris. Et c'est justement sur les gens, disons cette discussion. Il y a un personnage qui dit à quel point c'était mieux, c'est une fille contemporaine qui retourne dans le Paris idéalisé. Je pense que tu es tout simplement quelqu'un de positif, qui garde les bonnes choses. Ouais, je pense. Ouais, tout ce qui est négatif, moi je le garde pas. Ça me sert à rien. Ça me sert à rien. Mais tu vois, vivre, genre, je sais pas, même dire, ouais, j'aurais bien voulu vivre en 1960 ou 50. Avant, les femmes, elles n'avaient pas le droit de vote. Enfin, à chaque fois que tu reviens en arrière, il y a plein de trucs qui vont pas. Donc, moi, je pense que le monde va mieux. C'est juste qu'on parle de plus en plus de ce qui va mal. Et pourquoi ça, à ton avis? Bah, c'est mieux pour manipuler les gens, la peur. La peur, c'est vachement efficace. Hein. Efficace en quoi? Bah, en politique, tu veux te faire élire, tu veux faire passer une loi, tu veux placer des gens, tu veux les empêcher de... Dès que t'as peur, tu réfléchis plus, hein. Tu réfléchis pas normalement quand t'as peur. T'as des instincts bizarres. Et du coup, mettre les gens dans un climat de peur, bah, c'est plus facile pour les manipuler et faire ce que t'as envie de faire. As-tu des héros dans la fiction? Ouais. Lesquels? Sangoku. Sangoku, Sangwan. Non, mais pourquoi c'est intéressant? Pourquoi il te plaît, Sangoku? Bah, parce que même quand il est à terre, même quand il se dit que c'est la fin, il abandonne pas. Tu sais, même quand il se retrouve un adversaire qui est beaucoup plus fort que lui, qui est clairement en forme, il s'est fait éclater, il est au sol, il se dit tant pis, je me relève et je lâche pas l'affaire. Et j'aime bien cette mentalité de je préfère mourir debout que abandonner. Donc quand tu te bats pour des bonnes valeurs, et bah, je pense que ça dépasse la personne que t'es. Donc ouais, c'est c'est un personnage que je trouve vraiment cool. Il est marrant. C'est un héros enfant qui n'a pas encore été perverti par le monde. Ouais, carrément. Et tes héros dans la vie, dans la vie réelle? Dans la vie réelle, pas beaucoup de gens qui inspirent aujourd'hui, hein, parce que même des gens que j'ai pu admirer au fur et à mesure, quand j'ai grandi, j'ai appris des trucs où je me dis ah merde, c'est un mec comme ça en fait. Je vais te citer plein d'exemples. Mohamed Ali, je trouvais que c'était un gars hyper inspirant, mais en même temps il trompait sa femme de fou. Il y a des humoristes que j'admirais qui au final je me rends compte qu'ils ont volé des sketchs aux États-Unis alors que moi je me prends la tête à écrire mes vannes. Oui, il y a des gars qui peuvent être inspirants, genre Martin Luther King, etc. Mais j'ai l'impression que c'est loin de moi parce que même s'ils se battaient pour des valeurs de paix, etc., c'était... Enfin, je sais pas comment expliquer, c'est pas des combats que j'ai eu le sentiment de vivre, moi. Oui, c'est plus ancien. Même Coluche, tu vois, il a fait les Restos du Cœur, etc. Mais c'était pas un mec parfait non plus. Mais c'est un gars que j'admire vraiment. Coluche, il a fait plein de bonnes choses. J'ai pas de vrai modèle, mais j'arrive à prendre du positif dans chacun et à se dire, bah, le négatif. On a tous des défauts, donc il faut faire avec. Et se dire que ça reste des gens humains, donc ils peuvent pas être parfaits. Si j'arrive à être mon propre modèle, c'est cool. Très ambitieux. Ouais, bah justement, il faut de l'ambition pour... En fait, moi, je pense qu'il faut vraiment regarder vers le meilleur... C'est encore une mentalité de boxeur, mais genre, quand je m'entraînais, au début, j'étais pas bon. Mais je me mettais avec les meilleurs. Il y avait des champions du monde dans mon club et je m'en prenais plein la gueule, mais c'est avec eux que je progressais. Si je restais avec les débutants, j'aurais pas progressé aussi vite. Et bah là, c'est pareil. Si je veux être un bon exemple, je regarde les exemples qu'il y a eu, je vois les défauts qu'ils ont et j'essaie d'être, moi, un meilleur exemple que les exemples que j'ai eus. En fait, on dit souvent qu'il faut sortir de sa zone de confort. Ouais. Pour tout. Le don de la nature que tu aimerais avoir? Ce serait cool si il y avait une langue unique, déjà. Peu importe dans quelle langue je parle, si je pouvais être compris dans le monde entier, par tout le monde, ce serait cool. Arrêter le mythe de Babel. Faire que tout le monde parle la même langue ou que tout le monde se comprenne. Ouais. Qu'il y ait plus cette souci. C'est déjà pas mal, c'est une barrière quand même. Le fait de pas comprendre les gens, ça joue sur la peur. Donc
Si tout le monde pouvait comprendre le langage des autres, ce serait cool déjà. En quoi la technologie de ces dernières années a changé ta vie? Bah déjà, je travaille sur un média qui n'existait pas quand je suis né. Moi, j'ai vu les premières heures d'Internet où tu avais 2 heures par mois avec AOL sur un 56K. Ça fait des années que j'ai pas de télé chez moi. Tout ce que je regarde par Internet. Ça me permet de regarder uniquement ce que j'ai envie de voir, en fait. Tu choisis, tu ne subis pas. Ouais, je choisis... La télé, avant, t'étais tributaire. Et puis surtout, avant, il y a des gens qui... Enfin, moi, hein, on se posait devant sans savoir ce qu'on voulait voir. Et on zappait jusqu'à ce qu'on tombe sur un truc où... bon, bah ça va, je vais pouvoir rester comme ça, bugger devant ce truc-là, ça va, ça passe. Aujourd'hui, quand je regarde un truc, c'est que vraiment... soit je veux l'analyser, soit j'ai vraiment envie de le voir. Et je me bouffe pas... plein de programmes débiles qui vont me sortir des infos qui m'intéressent pas ou qui vont m'abrutir ou me faire croire que je vis dans un monde, particulièrement en France, qui est hyper dangereux, qui va me véhiculer des images que je trouve fausses. Je suis le premier à en avoir vécu l'expérience. J'ai fait un reportage, il y a Zone Interdite qui m'avait suivi pendant une semaine en vacances. Ils ont clairement menti sur plein de choses. J'ai vu le reportage à la télé, je me suis dit, mais ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux. Et c'était plein de petits mensonges, pas très graves, mais qui dans le fond changeaient la perception du grand public. Ça voulait... ouais. Donc j'aime pas trop la télé. Il y a eu trahison. Ouais. Tu sais, ça fonctionne comme pour l'amitié. Quand c'est pas sincère, quand c'est pas vrai, ça me dérange. Et là, je sais qu'à la télé, il y a trop de choses qui sont faux. Même les programmes les plus pourris, genre les téléréalités, j'ai appris que c'était écrit. Même leurs embrouilles sont écrites. Déjà, je trouvais ça débile, mais si en plus c'est écrit, c'est encore pire. Tu vois, donc... et les gosses s'identifient à eux, ils y voient des modèles qui n'ont aucun talent, si ce n'est le fait de se gueuler dessus. Et ça me rend fou d'avoir des modèles comme ça. D'avoir des modèles où tu te dis, mais en fait, c'est quoi leur talent Ils sont connus pourquoi? Bah, ils passent à la télé. Oui, non, ils passent à la télé, mais ils sont connus pourquoi? On admire le néant là en ce moment. Donc je regarde pas la télé parce qu'elle me sert trop de programmes où c'est de la merde. Tellement vrai, confession intime. C'est des programmes où tu regardes des gens débiles. Les gens débiles les regardent en disant ah c'est la norme. Et les gens intelligents les regardent en disant putain qu'est-ce que je suis intelligent. Donc dans les deux cas c'est hyper vicieux et j'aime pas. Quelle image as-tu du progrès? Je pense qu'on pourrait être beaucoup plus loin que ça. Mais il y a des... je vais être complotiste, mais il y a des entreprises dont l'intérêt est de nous empêcher d'évoluer, je pense. Le plus gros, c'est le pétrole. Le pétrole reste le principal motif de guerre et le principal moyen de déplacement parce que les grosses industries du pétrole ont des milliards et du coup, ils peuvent se permettre de racheter des brevets qui permettraient de ne pas les utiliser. Il y a des lobbies qui sont beaucoup trop forts, qui ont beaucoup trop de pouvoir. Et aujourd'hui, quand tu as des milliards, si tu as un mec qui est pur, entre guillemets, et qui a envie de changer les choses, bah, ça te coûte pas grand-chose de le faire buter ou de le faire éliminer ou de l'évincer ou de lui mettre un procès sur le dos. On peut toujours trouver le moyen de mettre quelqu'un en tôle. Ou de lui racheter son brevet pour n'en faire rien. Ou de lui racheter son entreprise pour l'enterrer. En gros, je pense vraiment qu'on pourrait être beaucoup plus loin dans plein de domaines. Et même dans la santé. Hein. Déjà, quand il y a la santé qui est cotée en bourse, c'est forcément... Il y a des conflits d'intérêts. Il y a un moment où tu n'as pas envie de soigner des gens parce que c'est eux ta rentrée d'argent. L'œuvre de science-fiction qui t'a le plus marqué? Terminator, le 2 surtout, est fou. C'est un film où... même si tu le vois aujourd'hui, il n'est pas ridicule. Il y a pas mal de films où en fait quand tu les revois plus tard où tu te dis mais comment ça a pu être des blockbusters, c'est tout pourri mais le message, l'histoire est très voilà et pourquoi ton avis justement c'est The Judgment Day? Pourquoi ce deuxième Terminator 2 est presque intemporel ou est devenu un grand classique? Bah déjà parce que les effets spéciaux sont dingues et pas ridicules encore aujourd'hui, que l'histoire, le scénario est vraiment très 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 bien construit. Déjà, c'est révélateur d'une époque où
Je crois que c'est un des films qui avait coûté le plus cher à l'époque. Moi, je me rappelle, c'était passé aux infos. Ça a été le film le plus cher, il avait dépassé 100 millions de dollars. Ah ouais, Et il avait eu en plus la particularité que la moitié du budget avait servi, plus de 50 millions avait servi aux effets spéciaux. Bah voilà. Bah, y a pas de hasard, hein. Ce film était fou. Mais dans Terminator 2, en plus, c'est normal, ce film se touche, regarde. C'est un film sur le modèle. Ouais. Sarah est un modèle, et elle démord pas. C'est une guerrière qui démord pas. Voilà, elle Et sait qu'elle a raison, elle est à l'opposé de la société qui lui dit t'es une folle, et c'est elle qui est dans la vérité. Elle se donne pour élever seule son fils, pour un monde qui n'est pas encore là. Donc ça doit être particulier quand t'es un gosse, que t'es élevé, que tu sais que t'es le renouveau de l'humanité, entre guillemets, l'espoir de l'humanité, pour un truc qui n'est pas encore arrivé. Est-ce que tu peux l'empêcher d'arriver ? Est-ce que tu seras à la hauteur ? Enfin, il y a plein de questions que tu te poses. Et je trouve ça cool, en fait, parce que c'est des questions qu'on peut aussi se poser, même sans penser à la fin du monde. Est-ce que je serai à la hauteur de l'homme qu'on veut que je sois ? Sur la Et puis la aussi. figure du père, le Terminator devient la figure du père. Il le dit dedans, le meilleur père qu'il a jamais eu, c'est un robot. Et... C'est elle qui le dit, c'est la Ouais. mère en fait, lorsqu'ils sont dans le désert. Et elle dit, en voyant justement son fils grandir avec ce Terminator qui était son pire ennemi dans le premier. Ouais. voulait sa mort. Elle dit peut-être qu'effectivement c'est le père idéal, qui sera toujours là, qui boira pas, qui aura pas, qui le battra pas. Ouais. Tu regardes ce film, tu peux te poser énormément de questions sur toi, sur l'avenir, sur la planète, sur plein de choses. C'est un grand film d'anticipation Voilà. qui traite de l'humanité. Voilà. Quel est ton plus grand moment de solitude? J'avais fait une scène dans un endroit où j'aurais jamais dû aller. C'était une chicha. Déjà, je déteste jouer dans les chichas, j'ai arrêté de le faire, mais au début, tu le fais parce que t'as pas de thunes. Et là, c'était une chicha trop ghetto, les mecs voulaient trop faire les. Ils voulaient trop faire les gangsters, donc quand tu veux faire le gangster, tu peux pas te permettre de rire parce que sinon t'es pas viril, tu vois. Donc même si t'as la meilleure vanne du monde, tu regardes, tu fais ouais. Et donc je fais un passage où moi je fais des vannes gentilles, je fais pas des vannes communautaires, je fais pas. Et donc ça leur parle pas spécialement, puis ils ont pas envie de se marrer, donc je galère un peu. J'ai bien une table sur le côté qui se marre parce qu'ils sont cool. En plus, avant de monter sur scène, il y a un mec, ça se voit, c'est un gangster. Et il me regarde et il me fait t'as intérêt de me faire marrer. Il m'a mis ça comme une menace, tu vois. Et donc je joue. Le gars fait 2 mètres, il fait au moins 110 kilos et tout. Il a une table que avec des gars. Et il me regarde de travers. Et je joue. Et au milieu de mon passage, il fait t'es pas marrant, change, parle d'autre chose. Clairement, j'étais une télé pour lui. Il avait envie de me zapper. Et c'était horrible. Et à la fin. Le présentateur me rappelle, il fait ouais, ce soir il y avait. J'avais limite pas envie qu'il dise mon nom, tu vois. Ouais. Ce soir il y avait Hakim Omiri, j'avais envie de dire non, c'est un autre prénom. Et il m'appelle et j'arrive en trottinant en me disant bon, allez, c'est jovial, c'est la fin, je vais faire le salut. J'arrive et il y avait un tapis sur la scène. Et genre, j'arrive en trottinant, je vais pour m'arrêter, le tapis glisse. Du coup, je fais ça. Et je me ramasse devant tout le monde sur la scène. Et là, bizarrement, tout le monde se marre. Et je me dis putain. Donc je suis dégoûté et je suis allongé par terre comme ça. Et je me dis, ma vie, c'est vraiment de la merde. Et il y a un mec qui vient me voir et me fait ah, j'ai beaucoup aimé ton passage. Je dis ah ouais. Et je dis oh, putain, ça s'est pas senti et tout. Il me dit ah, ce que j'ai préféré, c'est quand tu t'es cassé la gueule à la fin. Je dis ah ouais, d'accord. Donc lui, pour lui, c'était prévu. Je l'avais fait exprès, j'étais clairement un clown, quoi. Et donc ça, c'était vraiment une des pires soirées de ma life. Quel a été ton grand moment de solitude, mais dans un sens positif? Okay. Une fois, je suis allé au ski, à l'époque où les MP3 venaient de sortir. Je suis monté au plus haut de la montagne, je suis redescendu au plus bas avec une bête de playlist. Et ça, j'ai kiffé de ouf. Genre, j'étais... sur la fin de semaine, en fait, tout le monde était fatigué. Moi, à cette époque-là, je m'entraînais 3 heures de boxe tous les jours, donc j'étais en forme. Et clairement, sur la fin de semaine, il n'y a personne qui me suivait encore, les gens, ils n'avaient plus de cuisses. Et du coup, je me suis retrouvé à aller skier une après-midi tout seul, et avec du bon son. Et j'ai trouvé ça kiffant, parce que j'avais personne à attendre. Tu sais, quand tu vas skier avec des gens, toujours, tu sais, tu fais une piste ou un pan, etc., puis tu t'arrêtes, puis tu attends que les autres arrivent, puis ensuite tu repars. Et là, j'ai fait vraiment du début à la fin, sans m'arrêter, à une vitesse folle. D'ailleurs, c'est pas bien. Et mais ça, c'était un moment kiffant. Je chantais comme un connard. Tu voyais juste un mec passer à donf. Ah
en chantant des chansons faux. Comment réagirais-tu ou comment réagis-tu en situation de danger? Un peu comme dans la vie de tous les jours, je vais observer et puis je vais analyser et me dire, bon, comment... j'ai l'impression que je suis toujours en dehors de la situation. Que ce soit pour l'humour, je vais regarder une situation et je vais être en dehors et me dire qu'est-ce qu'il y a de marrant dans cette situation. Bah là, pour le danger, c'est pareil, je vais me mettre en dehors et me dire, bon, qu'est-ce que je peux faire? Et si je peux intervenir, je vais intervenir. Et ça fait que là, il y a encore moins d'une semaine, ma mère m'a embrouillé parce que j'ai vu un gars casser une voiture là, il y a pas très longtemps. En sortant d'une scène, je rentre à pied, je vois un mec péter une voiture et partir. Et du coup, moi, je l'ai suivi et j'ai appelé la police et je le suivais et je donnais l'indication rue par rue, etc. jusqu'à ce que la BAC arrive. Ma mère, quand elle l'a vu, elle m'a dit oui, tu te rends compte, si t'avais vu, le mec était peut-être dangereux, etc. J'ai dit mais toi, regarde, on t'a rayé ta voiture, ça t'a foutu les boules pendant je sais pas combien de temps. Quand tu y repenses, t'as un peu mal au cœur parce qu'elle s'est payée sa première belle voiture, elle a bossé des années pour se payer une belle voiture, puis les gens font ah c'est une belle voiture, je la raye. C'est vraiment des sacs de merde. Je dis bah si quelqu'un avait suivi la personne et l'avait dénoncé au keuf, t'aurais été contente. Elle me dit oui. Je dis bah là c'est pareil, le mec il a pété une voiture, il a pété le rétro et tout. Je pouvais faire quelque chose, ça me semblait important de le faire. Comment aimerais-tu mourir si tu avais le choix de ta mort? C'est un peu lâche, mais si tu meurs avant les gens que t'aimes, tu souffres moins. Donc c'est un truc un peu absurde, mais je m'étais dit que mourir en sautant de super haut, ça pourrait être stylé. T'as quand même des sensations, quoi. Parce que faire du saut élastique sans un parachute, c'est un truc qui me ferait kiffer. Donc sauter de super haut, t'as une sensation qui est plutôt cool et palpitante. J'aime bien les sports extrêmes, donc... On va dire pas vieux, pas impotent, vraiment. Ouais. Au moment où... Si j'ai pas... mon grand-père a Alzheimer, moi, si j'apprends que j'ai Alzheimer, je sais pas comment je réagirais, mais j'ai pas envie d'être un poids pour mes proches. Est-ce que tu as une devise qu'on pourrait mettre justement sur ta tombe? Bon, je mettrais garder le sourire. Je trouve que c'est une belle devise. Voilà, garder le sourire. Je vais te laisser seul. Ouais. Tu as 1 minute pour enregistrer ton dernier message translunaire. Bah, on n'est pas parfait, mais on aura essayé. On va essayer de s'améliorer. Et je pense pas qu'il y ait de perfection possible. Donc, si vous voyez ce message, vous êtes sûrement pas parfait non plus. Et à part ça, on essaie d'essayer.